Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir l'une des plus grandes physiologistes françaises. Véronique Billa est professeure des universités et directrice du laboratoire de biologie intégrative des adaptations à l'exercice. Elle a également été sportive de haut niveau. Ses travaux ont énormément fait avancer la compréhension du VO2 max et des facteurs limitants de la performance en endurance. On va pouvoir en discuter aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Avant de débuter cette interview, je voulais préciser le contexte. Nous devions réaliser cet entretien hier, mais vous avez eu un accident lors de votre séance de sport. Vous avez pourtant... Un accident de course à pied, il faut le faire quand même. En 50 ans, C'est le premier? en 45 ans de course à pied, ouais, j'ai jamais eu même une entorse ni rien. Donc, à part des petites tendinites, en fait, ouais, je courais avec mon chien et puis mon berger allemand très sage. Et il y a un chien qui est venu l'attaquer et ils m'ont fait c'est passé derrière moi et je me suis retrouvée par terre avec un croche-patte, un tacle, voilà, et violent sur du bitume. Et donc là, j'ai le col de l'humérus qui est cassé en plusieurs morceaux, donc je vais me faire opérer. Donc je me suis dit que il fallait que je fasse la vidéo avant de passer sur le billard. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir C'est pas un titre insisté. posthume. C'est un titre posthume, non, mais bon. Voilà. Donc, je relativise, moi. De toute façon, je me dis que ça fait l'occasion de me reposer un petit peu. Je vais essayer d'être le plus reposant possible et pas trop vous Non, embêter. mais je voulais pas. Du coup, je voulais quand même accomplir cette mission parce que je sais que tu as un planning chargé. Hein, tu as beaucoup de prépa perf, c'est très, très, très riche. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir insisté pour qu'on fasse cet échange et voilà, ça me touche beaucoup. Je tenais à le préciser dès le début. J'ai expliqué en introduction que vous êtes professeur en physiologie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours professionnel et également sportif, puisque je crois savoir que les deux sont intimement liés? Alors donc, brièvement, parce que je suis déjà âgée, c'était effectivement les années 80 au début. Donc, j'ai eu la chance d'être détectée comme quelqu'un de doué pour le sport. J'habitais en montagne et je m'étais fait une endurance naturelle avec le vélo, le ski de fond et puis la course à pied, le trail en fait. Hein. J'avais un petit peu inventé le trail avant l'heure parce que j'allais souvent à Champs-Rousse, à la Croix de Champs-Rousse depuis Hervé en courant. Je redescendais. Enfin, c'était une façon de s'échapper. Et puis pas mal de voyages en vélo, les Pyrénées, depuis Grenoble, très jeune, hein, 13-14 ans, Côte d'Azur, puis après Venise, enfin bref. Donc j'ai fait plusieurs sports d'endurance, puis donc j'ai été détectée et j'ai eu l'idée au début je voulais être prof de maths et on m'a convaincue d'utiliser mes talents d'endurance pour pouvoir faire professeur d'éducation physique. Au départ, mais il y avait que ça n'existait pas à la recherche. Donc j'ai commencé un cursus STAPS. Et puis, disons, je faisais de la compétition. J'étais en équipe de France universitaire de ski de fond et de cross. J'ai fait vice-championne de France de cross FFA rapidement. Et je me suis un petit peu empapaoutée avec mes profs de STAPS. Carrément, en licence 2, j'ai eu une mononucléose par excès d'entraînement. Hein, et puis, ils m'ont fait redoubler parce qu'ils m'ont mis à 4 en natation et en gym. À l'époque, on faisait tout. Note éliminatoire, même si on avait 14 domaines en sport, sport co et tout ça, c'était mort, on faisait tout. Du coup, j'ai laissé, j'ai fait un stit. Et je dis ça parce que pour les jeunes, c'est toujours intéressant de se dire, rien n'est foutu. Et puis, je me disais, mince, quand même, j'ai envie de faire ça. Et puis, j'avais passé mes brevets d'État en athlétisme. Je gagnais ma vie aussi en entraînant dans le triathlon. J'ai eu la chance d'encadrer des stages avec Marc Allen. Moi, je faisais la course à pied, Marc Allen le triathlon, et même j'ai eu avec Eddy Merckx qui faisait le vélo et Caponia la course à pied. Donc j'ai pas mal travaillé pour le Winning Club. C'était le début de la revue Triathlète dans les années 85. Et là, je me suis dit allez, je reprends mes études en STAPS. J'ai fait licence, master, maîtrise à l'époque, un DEA. Donc j'ai eu les bourses. Ça a été déterminant. Et puis après, je me suis dit là, à ce moment-là, j'ai pas fait le CAPES. C'était le première année où il y avait un DEA. Donc c'était vraiment le tout début, mais il n'y avait pas de labo. Donc je me suis débrouillée d'avoir une bourse à Grenoble et d'aller faire ma thèse. J'étais montée à l'INSEP pour un colloque. Depuis Grenoble, à l'époque, il n'y avait pas de TGV, donc j'étais bien motivée. C'était un colloque sur le lactate, etc. À l'époque, c'était la furie des seuils. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc en 85, c'était la furie des seuils aérobie, anaérobie de 4 millimoles.
Et puis à un moment, il y a un monsieur qui lève la main, c'était Albert-Paul Chassin, un vieux monsieur, enfin à l'époque non, mais finalement il était jeune, il a l'âge que j'ai maintenant. Et il dit ah, non, mais moi je suis pas d'accord. Ce qui compte, c'est pas le seuil de 4 millimoles dans un protocole triangulaire. Ce qui compte, c'est le lactate, comment il arrive, comment il est produit et comment il est réoxydé. Donc c'était quand même dans ces années-là, c'était tout nouveau. Et donc ce qui compte, c'est le débit d'apparition-disparition et de trouver un équilibre entre RA et RD. Donc le taux de voilà donc c'était la notion de maximum lactate steady state. Et j'ai été fascinée par ça. Je suis rentrée à Grenoble et je me suis débrouillée de faire ma thèse à Limoges en étant payée par Grenoble. Voilà. Bon, je me suis acheté une 2 chevaux et puis voilà, j'allais à Limoges. J'ai débarqué là-bas en décembre en 85, 86. Et déjà, il n'y avait pas d'autoroute. C'était la route était pas facile pour aller de Grenoble à Limoges. Et puis c'était à l'hôpital, donc c'était un prof de fac médecine. Donc c'était un grand professeur de médecine et de physiologie de médecine. Et donc je suis arrivée là-bas, j'ai dormi 2 semaines dans ma voiture. Je connaissais pas du tout Limoges, je connaissais personne. Donc je me faisais 2 séances de cinéma le soir. Je dormais à côté des cinémas, garés en créneau. Donc dans une 2 chevaux, c'est pas très très confortable, on va dire. Et donc là, après, je me suis fait des amis. Je suis allée au club d'athlétisme, la magie du sport. Jean-Luc, le créateur de la fameuse course des 40, des gendarmes et 40 voleurs, il m'a accueilli chez lui, il m'a fait dormir dans la chambre de son nouveau-né. Enfin, vraiment une solidarité incroyable. Ça, c'est vraiment la magie du sport. Et je me suis vachement plu à Limoges et bon, j'ai failli rester là-bas dans un poste à l'hôpital. Et puis finalement, c'était le début des concours de STAPS, maître de conférence. J'ai passé 11 concours. J'en ai eu 4, Grenoble, Lyon, Dijon et Paris. Et j'ai choisi, par esprit de revanche, Grenoble. Donc genre, vous voyez, donc je me souviens toujours, la veille au soir, je me suis fait d'alpinisme. Je suis montée à Lolan, face nord de Lolan, dans les écrins, et je me suis chopé un orage avec un collègue. On est descendu au dernier moment, et ma rentrée était à 8 heures le matin. J'étais encore au refuge le matin, donc avec la chemise percée, parce enfin bref, on a eu quand même des problèmes de rappel et tout ça. Je suis arrivée avec le genou même qui était un peu pété, enfin un petit peu râpé. Première réunion de rentrée avec tous les collègues les vieux là, les pragues qui m'avaient bien embêté quand j'étais 3, 4 ans, enfin 5 ans avant, moi même pas. Et moi je suis arrivée en guenille et voilà, j'étais la seule maître de conf. Non, on était 2. Et voilà, donc il y avait un professeur qui était un biomécanicien, Pierre Blanqui, voilà, qui venait de la physique. Donc c'était vraiment le tout début. Là-bas, j'ai monté un labo de briquet de broc, j'ai récupéré un vieux tapis roulant. Je me souviens, je courais à côté des sportifs. Quand j'avais encore la caisse, avec le sac de glace dans le dos. J'ai fait aussi des manips en escalade, parce que mes étudiants là-bas, c'était quand même des montagnards. Donc ils m'ont treuillé avec des barres à symétrie pour mesurer. C'est un article qui est paru en 95, il est dans Biotraining, dans Publication. C'est le premier article à mesurer des contraintes énergétiques en escalade, donc la VO2, lactate, etc. J'ai même fait des mesures sur les glaciers de Bosson, maintenant qu'on disparu, sur comparer la technique de cascade de glace canadienne et française, donc mesure de lactate, etc. À me cailler les miches en attendant que les étudiants fassent leur truc là. Donc j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans. Moi j'avais des étudiants à peine plus jeunes que moi. Et je me souviens toujours, il m'avait caricaturé, parce que il caricaturait les profs en Gaston Lagaffe. Il m'avait représenté en Gaston Lagaffe, comme ça, qu'est-ce que je fous ici, comme ça, il m'avait mis. Ouais, les cours d'amphi, tout ça, c'était sketch. Mais moi, j'aimais bien. J'ai très vite écrit un bouquin, d'ailleurs, Course de fond et performance, aux éditions Chéron. J'ai beaucoup toujours aimé écrire des bouquins. Voilà, donc, et puis ensuite, une fois que j'ai fait mon comeback à Grenoble, je suis partie à Paris, à la capitale. J'ai fait l'ouverture du STAPS de Créteil avec un autre maître de conf qui avait pas de thèse. Alors c'était un peu aussi qui venait du cabinet ministériel de Jospin. Bon, après on dit que j'ai mauvais caractère, mais je me suis toujours confrontée à des situations où il fallait créer, partir de rien, et face à des gens qui finalement aimaient bien leur petite parcelle de pouvoir. Bon, moi j'étais pas vraiment dans la convention à ce niveau-là. Je dis ça parce que faut pas que les jeunes se découragent quand ils sentent qu'ils sont un peu différents, pas toujours dans le mainstream et politiquement correct. Bon, faut pas qu'ils se découragent, mais c'est normal d'avoir des obstacles.
Donc, moi, mon combat, c'est d'avoir créé une école de physiologie en STAPS depuis toutes ces années-là et d'essayer de révéler des talents et de faire en sorte que les gens, ils puissent s'exprimer, quoi. Alors, c'est vachement dur finalement j'ai eu pas mal d'échecs de réussites, mais c'est difficile d'arriver à travailler, à faire révéler les gens parce que finalement, des fois, on passe beaucoup d'espoir en eux. Ils sont pas si originaux que ça, ils ont pas autant la foi que ça. Je veux dire, c'est souvent un péché que de vouloir penser que les gens sont aussi passionnés que soi et qu'ils sont sur le même trip et qu'on va les convaincre. C'est un péché d'orgueil finalement. Et là, j'ai 59 ans et avec le recul, je me rends compte que j'ai voulu trop demander aux gens, finalement trop. Alors j'ai des thésards qui ont un peu craqué. Et puis là, finalement, il y en a qui ont repassé leur thèse. Et là, il y en a un qui passe sa thèse actuellement à Grenoble, qui est entraîneur de rugby, mais il doit avoir 50 ans, parce qu'à l'époque, il a pas, voilà, je l'ai un peu découragé. Donc finalement, j'ai toujours quand même suscité un peu des talents, mais parfois trop leur demander. Donc ça, c'est un dosage, un peu comme le sportif doué, enfin pas doué finalement. Des gens qui ont vraiment la vista dans le domaine de leur recherche, c'est extrêmement rare finalement. Souvent, ils font ça pour se dire, je vais devenir maître de conf ou etc. Et après, ce qui se passe, c'est que c'est un métier. Bon, d'abord, on embauche à 1 700 € par mois net. Et puis, on s'aperçoit, on s'est fait tout un truc, on a passé des concours post-doc, etc. Maintenant, c'est plus dur d'avoir un poste qu'à mon époque, il faut le dire. Et par contre, ils arrivent dans des labos qui sont construits. Moi, j'avais tout à construire. Parce qu'après Créteil, je suis allée à Lille, à Descartes. Puis à Descartes, je suis passée prof à Lille en 98. Et donc à un âge assez jeune en professeur. Et après, je suis revenue à Évry, j'ai créé un laboratoire INSERM. Et donc là, c'est toujours la volonté de créer, créer, créer. Et après, c'est qui même me suivent. Donc j'ai même recruté. Je me suis fait, j'ai eu des erreurs de recrutement. C'est pas du tout facile. Le métier, finalement, quand les jeunes arrivent maître de conf, souvent ils sont déçus parce que c'était le parcours du combattant. Ils y arrivent, ils s'aperçoivent qu'ils sont mal payés, à moins de faire des heures sub quand ils sont jeunes, ils ont des gamins bas âge, ils ont des besoins, ils payent un appartement, crédit, etc. Puis bon, ça le fait pas, surtout à Paris, c'est pas avec ça qu'on va vivre. C'est pas les 100 € de plus de vie chère qui vont faire la compensation. C'est un métier vraiment, il faut avoir la passion et sinon très vite on bascule dans les heures sup et puis on fait plus de recherche et puis comme en plus on a une bonne excuse parce que souvent les moyens moi, à l'unité INSERM, j'avais 18 000 € par an. Donc, en fait, c'était juste un label qui me permettait d'avoir des contrats ailleurs, de décrocher des appels d'offres. J'ai réussi à avoir jusqu'à 3 millions, presque 2,5 millions à Évry en 15 ans. Bon, après, ils ont fermé la labo INSERM parce que j'avais pas envie de faire de la génétique. Bref, c'est très politique tout ça. Et finalement, c'est un métier, ouais, il faut avoir vraiment la passion. Si on se dit, je veux faire ça, il faut être un peu dingue, quoi. Il faut vraiment. Je me suis cassé le bras hier en courant à cause de 2 chiens qui se sont battus. Enfin, mais ouais, je suis là avec toi et je vais en profiter. Bon, c'est ma main droite. Alors voilà, je ferai mon ordinateur et puis je vais sortir les bouquins là. Hein. Je suis dans l'entropie en ce moment, voilà. J'ai la petite pile de bouquins qui m'attend, c'est très bien. Bon, avec un petit peu des romans quand même, parce que j'adore la littérature. Et voilà, donc voilà le parcours. Et j'espère qu'il n'est pas terminé, parce que, ayant plus de moyens universitaires, j'ai créé une entreprise, BIA Training, et j'ai la fierté d'avoir financé 2 contrats CIFRE. Et donc, c'est une jeune entreprise innovante, qui a le statut de jeune entreprise innovante. Je l'ai créée, j'avais plus de 50 ans. Donc, vous voyez, je me suis inventée start-upeuse. Les bourses, toutes les bourses Innovop, TPOP, tout ce qu'on veut, la BPI, Banque publique d'investissement. J'ai pas voulu avoir des actionnaires. Donc, c'est-à-dire que chaque argent qu'on dépense, on l'a gagné. C'est-à-dire que dès la première année, j'ai vendu. J'ai vendu de l'entraînement, j'ai vendu de l'expertise de test. Parce que bon, effectivement, j'ai une grosse expérience. J'ai brevet de 3e degré d'AT, mais j'ai une grosse expérience en grade de stage. J'ai eu le plaisir de travailler quand j'avais ton âge et moins, avec Marc Allen et pour le triathlon et Eddy Max pour le vélo. Ça ne nous rajeunit pas, même avec Guimard, j'ai testé Fignon, etc. Donc, pas mal d'encadrement de stage, de tests. Donc, j'ai vendu ça quand j'ai monté la boîte et puis j'ai très vite embauché en contrat CIFRE. Donc, c'est un bon moyen de financer des thèses. Voilà, et si toi tu as l'occasion de faire ça, c'est extra. C'est vraiment génial. Donc
Voilà, moi, maintenant, mon but, c'est de toujours publier. On a repris un gros rythme de publication. Je travaille beaucoup avec des mathématiciens interdisciplinaires. Là, maintenant, en neurophysiologie, avec l'Université libre de Bruxelles. J'ai été nommée conseiller scientifique bénévole à l'Université libre de Bruxelles où on fait de la neurophysio. Donc, je vais pouvoir maintenant vous présenter très bientôt des vidéos où on fait avancer des petites voitures avec la magie de la force du mental, avant et après un test de Rabbit. Donc, vraiment, j'essaye maintenant de comprendre le lien cerveau-métabolisme. Et donc, avec de l'EEG, on a attaqué tout ça, du NIRS, de l'EEG. Et on continue à aller vendre des tests de terrain très pointus, des audits complets, bioméca, physio, on a tout le matériel de pointe, on a à peu près on a 3 k 5, enfin on a tout ce qu'il faut, on a une camionnette, on se déplace sur le terrain et on fait vraiment du sur-mesure. Là, on va aller bientôt à Strasbourg tester des athlètes de haut niveau pour un club. Un gars qui, comme toi, veut se perfectionner, enfin qui est toujours curieux, comme moi d'ailleurs, de la physiologie appliquée à l'entraînement. Donc c'est ça, c'est aller sur le terrain et même des particuliers, des personnes âgées qui veulent progresser. Ouais, moi je dis toutes les personnes qui viennent, quelle que soit leur génétique, on a rien à faire. On a envie de progresser et on y va. Je préparais quelqu'un pour le sommet de l'Everest qui avait jamais été en montagne. Alors on est allé au Mont Blanc, j'ai fait des manips, j'ai un bel article sur les contraintes énergétiques du Mont Blanc. J'ai fait 3 fois le Mont Blanc avec des alpinistes chevronnés, des Himalayens, des summiteurs qui avaient fait l'Everest versus des coureurs à pied qui rêvaient de monter au Mont Blanc et qui avaient le même VO2 max. Et puis je vais regarder la différence en fait entre les deux populations. Voilà, c'était intéressant pour en parler, mais l'être humain est assez magique, même quand on n'a pas été en altitude. Et ben la vitesse de pas se réduit pour toujours rester à 75% de VO2 max. Et au fur et à mesure que la montagne, qu'on grimpe la montagne jusqu'au Mont Blanc, depuis le petit train, de 2400 à 4800 mètres, la vitesse de pas se réduisait en fonction de l'hypoxie et finalement, les gens restent toujours à 75% de leur VO2 max. Donc c'est une régulation, je dirais, automatique, régulée, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'être. La seule différence entre les experts et non-experts, c'est le coût énergétique. Effectivement, comme il y avait du cramponnage avec un peu de rocher c'était la voie royale. Il y a une phase de rocher. Bon, les grimpeurs, ils consommaient moins. Le coût ascensionnel était beaucoup moins important pour les alpinistes que les autres qui étaient un peu maladroits avec le crampon, qui faisaient des grosses levées de genoux. Voilà, donc, mais si à part, il y a une bonne régulation des efforts, quoi. Voilà. Déjà, votre parcours est absolument passionnant. J'adore aussi le fait de montrer les limites actuelles du domaine scientifique, notamment dans le milieu du sport. Ça m'a fait penser que je n'ai jamais suffisamment remercié Caroline Giroux, qu'on avait reçue sur la chaîne, qui est enseignant-chercheur en biomécanique, qui m'avait également hébergé sur Paris durant toute la durée de mon stage de master, parce que quand on vient de Rouen et qu'on arrive dans une vie parisienne et qu'on est payé en tant que stagiaire de master, on ne peut pas se payer un logement. Et donc, si ça a été de la débrouille. Tu ne vas pas dormir dans ta voiture, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est souvent de la débrouille, peu importe les époques, donc c'est très intéressant à savoir. Vous avez aussi parlé de VO2 max. Je vous relance là-dessus. En tant que préparateur physique ou entraîneur, on a tendance, pour estimer ce VO2 max, quand on n'a pas forcément de matériel, de le faire à partir de la vitesse atteinte sur des tests de terrain, donc la fameuse VMA. L'un des tests les plus célèbres, c'est le Luc Léger. Pourtant, vous n'êtes pas forcément en accord avec cette méthode d'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Je pense que la vitesse maximale aérobie, la VMA ou la VAM, pour les Canadiens, je connais très bien Luc Léger. Je suis allée même au Canada travailler avec lui quelques temps, quoi, pour un échange universitaire quand j'étais maître de conf à Grenoble. Je pense que oui, la vitesse maximale aérobie, c'est une vitesse comme il y en a d'autres. Pourquoi vouloir à tout prix retrouver VO2 max à partir de la VMA? En soi, elle est suffisante. Comment ça a été inventé, ça? Je vois que tu as le bouquin de Daniel's Running Formula. À l'origine, aux États-Unis, il y avait beaucoup d'endroits où les gens faisaient des tests, d'états fédéraux, etc. Et d'un état à l'autre, les sportifs, quand ils passaient d'un tapis roulant à l'autre, ils n'avaient pas le même VO2 max.
Donc, les chercheurs américains, toujours très pragmatiques, ils se sont dit, mais on s'en fout du VO2 max, pour pas se tromper, finalement, on va mesurer ce qui nous intéresse, à savoir la performance. Puisque finalement, la vitesse, c'est le VO2 max divisé par le coût énergétique. Bon, grosso modo, hein, parce que, en fait, on verra que des vitesses qui sollicitent VO2 max, il y en a énormément du moment qu'on laisse faire le temps ou qu'on va plus ou moins vite. On reviendra là-dessus. Donc finalement, eh bien, ils ont dit bon, on va s'intéresser à la vitesse pic que les sportifs, à laquelle les sportifs parviennent sur tapis roulant. Et même si le VO2 max qu'on mesure n'est pas très précis d'un état à l'autre, d'un labo à l'autre, etc., bah, au moins ils auront leur vitesse. Parce que comme le disait Archibald Vivian Hill, le prix Nobel de physiologie médecine des années 20, qui a lui-même inventé ce concept de maximal, de plateau de VO2 max, bah finalement, ils se moquaient de lui, les collègues, en disant mais pourquoi tu travailles sur du sport, c'est pas sérieux. Et après, il a eu le prix Nobel de physiologie médecine. Bah, il dit finalement, il y a rien de plus consistant et fiable que les performances des sportifs. Donc en fait, effectivement, quand on atteint une vitesse, je veux dire, c'est un ensemble de facteurs, c'est ce dont on a besoin sur le terrain pour faire une performance. Cette vitesse est plus riche comme indicateur de performance, puisque la performance, c'est une vitesse sur une distance, une vitesse moyenne sur une distance finalement. Bah, cette vitesse en soi est plus riche que de VO2 max qui est un des paramètres de la performance. Voilà. Donc moi je dis bah ouais VMA très bien, mais ne cherchons pas à vendre du VO2 max à partir de VMA parce que on peut atteindre, si on mesure pas VO2 max, effectivement, on peut très bien plafonner VO2 max bien avant la VMA. Si on a une capacité anaérobie lactique importante, on peut faire encore 2 paliers à l'arrache sur ce déficit d'oxygène maximal accumulé. Et pourquoi aller chercher faire 3,5 VMA si on est plafonné VO2 max bien avant, on va surestimer son VO2 max. À la limite, ce qui compte, c'est la vitesse, quoi. Alors, la vitesse, moi, je préfère dire VPIC, la VPIC du test de nucléo. Si on dit que la vitesse maximale aérobie au sens de Jean-René Lacour, c'est égal à VO2 max divisé par le coût énergétique, à ce moment-là, il faut vraiment être sûr que la VMA, c'est la plus petite vitesse qui sollicite VO2 max dans un test triangulaire incrémenté. Voilà. Alors, soit on prend la VPIC, dernière vitesse atteinte, et on se dit, bah, ça, c'est super bien corrélé, bah, comme a fait tous les auteurs, à un moment donné, ils ont corrélé ça, comment ça, Brandon, enfin, ils ont corrélé ça avec le 5 km. Ils ont dit, bah, finalement, la VPIC, elle est bien corrélée à la vitesse sur 5 km, 3 km. Bon, voilà, c'est pas la peine de prendre un VO2 max qui peut être faux, parce que, voilà, on a plafonné bien avant, ou, voilà, au contraire, on a craqué avant, j'en sais rien. Il y a des gens qui craquent avant, musculairement, sans atteindre leur VO2 max. Quand on fait un test triangulaire, ben, le premier facteur limitant de VO2 max, c'est parfois la force musculaire. Donc, on peut très bien être pénalisé, avoir une vitesse trop petite, une VMA qui n'est pas VMA, parce qu'on a craqué musculairement et on n'a pas pu atteindre VO2 max finalement. Voilà, donc moi je préfère qu'on dise vitesse maximale aérobie, c'est un critère de performance, ok, bon, bah, ça a été étudié, mais pas qu'on cherche à mesurer, à estimer VO2 max à partir de ça. Tout ça, c'est un peu de la magie noire, et puis bon, ça fait sympa sur un site internet, on a sa petite calculette comme le Body Max Index, mais déjà de faire 3,5 fois la vitesse, bon, c'est très approximatif, ça peut aller de 3 à 4, 4,2, et puis pourquoi vouloir encore une fois avoir un indicateur, ça fait genre, ça fait bien d'avoir un VO2 max, ça fait scientifique. Moi en fait, je suis contre le scientisme. Soit on se dit un chrono un chrono à l'ancienne et on a suffisamment de repères. Hein. Moi, je sais pas, si tu fais 10 fois, 15 fois 400 en une 12, 200 mètres trottés, je peux te dire, t'as un VO2 max de 71, tu vois, genre comme ça. Bon, il n'y a pas besoin d'un test de VAMEVA, à la limite, un entraîneur qui connaît bien ses athlètes et qui connaît les séances, des séances 3 fois 1000, tu sais faire tes 3 fois 1000 en 3,20, tu sais que t'as une VMA à 18, un VO2 max à peu près à 66. Bon, se dire, voilà, il faut
Soit on les mesure, on parle de ce qu'on mesure, on a VO2 max, on le mesure, on le dit. Soit on a quoi? Des vitesses, des temps sur une distance, des séances repères, et puis voilà, tout va bien. Voilà. La démarche scientifique, c'est pas forcément, excuse-moi, d'avoir du matos. La démarche scientifique, c'est d'avoir des hypothèses de travail et des protocoles qui permettent d'isoler ces facteurs de travail. Voilà. C'est pas d'avoir du matériel. Il faut pas confondre technologie et science. Et justement, ce qui est important, c'est d'en rester au concept. La techno est au service des concepts. On va pas faire joujou avec des matos, des protocoles. Moi, je reçois des articles, mon pauvre, c'est du bullshit parce que c'est des articles qui vont dire, oh, on a testé ça, tel processus intermittent, machin, et pourquoi pas autre chose. Voilà, donc moi j'étais un peu tombée dans le panneau aussi, hein. Pendant 20 ans, j'ai fait des trucs comme ça. Bon, j'ai juste une idée de me dire, un peu comme le conte Le roi est tout nu, où un petit enfant il dit il y a le roi qui est tout nu dans la cour à Versailles, et les gens ils sont là, ils osent pas le dire. Puis un gamin il dit le roi est tout nu. Bon bah moi j'ai juste une idée de dire ouais, VO2 max, ok, mais combien de temps on le tient? Ok, 2 personnes ont le même VO2 max, combien de temps on le tient? C'était dans les années 90 au tout début. Et puis je me suis aperçu qu'on pouvait le tenir VO2 max 3 minutes, 12 minutes. Et puis moi j'ai toujours été fascinée par la notion du temps, parce que même pour maximum lactate c'était 17, c'était ma thèse. En fait, j'avais tout de suite des protocoles où je faisais 20 minutes allure facile, 20 minutes allure dure. Donc j'avais une lactatémie dans les 20 minutes faciles sans échauffement qui montait dans la 5e minute et qui redescendait de telle sorte qu'à la fin des 20 minutes, j'avais une lactatémie moins élevée qu'à la 5e minute, qu'on appelle le lactate précoce. Donc j'avais un delta lactate négatif. Et après, je me mettais à une vitesse dure, enfin moyenne dure. Et là, j'ai le lactate qui continuait tout le temps, donc j'avais un delta positif. Et après, je reportais sur un théorème de Pythagore où je cherchais la vitesse pour laquelle c'est publié tout ça, c'est même dans mes bouquins, pour laquelle on avait une stabilisation maximale du lactate. Donc la notion du temps, l'introduction du temps, et pas ce que je reproche au protocole triangulaire, c'est qu'on fait fi du temps. Et donc voilà. Et après, il faut s'intéresser à combien de temps on tient VO2 max, puisque finalement, je dirais que cette énergie à VO2 max, c'est un peu comme la tartine de pain. C'est un socle sur lequel on va mettre du beurre pour aller plus vite. Mais c'est toute une énergie, puisque VO2 max fois le temps, c'est des litres d'oxygène, c'est donc des joules. C'est une énergie qui permet d'épargner le supplément de beurre lactique, et je dirais l'anaérobie lactique et alactique, phosphocréatine, qui va nous permettre d'aller plus vite. Voilà. Et là, on a un article qui vient de sortir, et tout à fait là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, où je montre que, en fait, quand on regarde des sprinteurs de haut niveau, j'ai eu l'occasion de tester Christophe Lemaître, etc. Eh bien, quand on fait du 100 mètres, du 200 mètres, du 800, j'ai pas fait 400, j'ai fait 800, 1500 en situation quasi réelle, hein, sauf pour les sprinteurs, bon, c'était simulé, et 3000, 10 000 et marathon. Eh bien, on passe autant de temps à VO2 max en pourcentage du temps total quand on fait du 100-200 que quand on fait du 3000. Donc, c'est quand même ce socle, cette énergie à VO2 max, c'est important, ce qui va peut-être faire qu'un coureur, un Usain Bolt, il arrivait à ne pas, ou Carl Lewis, à ne pas baisser de vitesse finalement, parce qu'ils arrivent, en fait, comme la montée de VO2 est en miroir de la baisse de phosphocréatine, quand on produit une accélération de 2 mètres secondes moins 2 au départ d'un sprint, on dépétit vite sa phosphocréatine, et VO2 monte très très vite à VO2 max en 3 secondes, 2 secondes, et on passe à peu près 30% de son temps ensuite de course à VO2 max. Voilà, c'est à peu près Et paradoxalement, au marathon, on y arrive aussi par incursion. Ça avait déjà été démontré par Michael Marron, qui avait mesuré avec une belle voiture américaine un sac de Douglas. Et c'était lui le coureur à pied, donc il courait en 2,16, c'était pas dégueulasse. Qu'on pouvait arriver à VO2 max, c'était au 26e kilomètre, par exemple, il avait fait des mesures. Mais on n'y reste pas longtemps sur marathon, on y arrive, mais alors que sur les autres courses, on y reste à peu près 30% du temps total de course.
Donc ça, c'est une publication qui est en ligne aussi, qu'on a mis en ligne, qui est tout à fait récente. Et ouais, c'est toujours un petit peu finalement arriver à se décaler, à faire le roi est tout nu, à l'enfant, avoir un regard d'enfant, ouais. Un regard d'enfant, de se dire mais au fait, pourquoi pas quoi? Pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi ce serait pas comme ça? Voilà. C'est intéressant de pas prendre les... Bah, pour le coup, c'est comme ça que naissent les idées reçues aussi, de propager toujours les mêmes idées et que tout le monde les reproduise. C'est un peu le fait, excuse-moi, du système universitaire, dans la mesure où on fait de la recherche incrémentale. C'est pas comme le test incrémenté, là. C'est de la recherche incrémentale où on va publier sur quelque chose et puis on va changer un tout petit truc et on va faire la même chose, quoi. On va reproduire sur la signalétique de 2, il y a eu beaucoup de choses déclinées. Moi, j'ai été une des premières à montrer que la composante lente de VO2 n'était pas du tout liée à la performance, à la fatigue, pardon. Donc, j'ai présenté ça à Brian Whip à Londres, au St George's Hospital. C'était assez surprenant, il avait vérifié mes données dans tous les sens. Mais j'avais montré ça en vélo, en course. Voilà, donc c'est... Bon, moi, je dis pas que j'ai pas aussi, attention, fait des publications un peu répétitives sur certains domaines, hein, parce que je voulais vérifier aussi. Et puis après, j'avais des collègues qui venaient me voir, des Américains, Hugh Morton, et ils voulaient un petit peu exploiter mes données. Et bon, les Américains, ils publient pour faire avoir leur tenure, leur titularisation, donc il faut qu'ils publient beaucoup. Donc il y en a qui sont venus me voir, un peu profiter des datas et me pousser un peu dans l'incrément, enfin la recherche un peu incrémentée. Mais bon, je me suis vite échappée. Et malheureusement, en France, maintenant, il y a des postes de maître de conférence qui sont pas titulaires. C'est-à-dire, vous avez là, on en a une du labo qui a eu un poste de maître de conférence à Saint-Étienne 3 ans et qui a pas été titulaire. Enfin, c'est des contrats de 3 ans. Voilà, c'est des contrats à durée déterminée. Voilà. Et alors que moi, je tiens à dire que même dans mes contrats CIFRE de thèse, je fais des contrats à durée indéterminée. C'est-à-dire que si les jeunes, ils font leur thèse, déjà, ils peuvent prendre un logement, une location, un appart, parce que si on n'a pas de CDI, ben, sur Paris, on peut pas louer, quoi. Enfin, je pense qu'en province, c'est pareil. Ben, les proprios, ils ont pas trop envie de louer à des gens qui n'ont pas de CDI. Et puis, à 27 ans, on est en droit d'avoir un petit peu des projets, quoi. Voilà. C'est pas la petite maison dans la prairie, mais bon, ben, ça sécurise. Moi, je prétends qu'on peut pas faire de la recherche décalée, prendre des risques en recherche et à la fois prendre des risques dans sa vie professionnelle, à se dire que bon, ben, je suis pas sûre d'avoir du boulot dans 3 ans. Donc, souvent, les gens, ce qui se passe, c'est qu'après la thèse, ils sont exploités, ils font des post-docs. Et un peu, c'est de la chair à paillasse, hein, il y en a beaucoup aux États-Unis. Puis après, ils ont fini, on leur a pressé le citron sur ce qu'ils faisaient, mais on leur a rien appris de nouveau. Et après, ils sont obsolètes. Donc, c'est pas évident de pas être obsolète. Donc, on a une responsabilité, nous, les vieux, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir une sécurité. Et ça, j'arrive plus à le trouver dans le service public. Donc, il faudrait avoir la magie du public-privé, en fait. En France, on n'a pas encore compris ça, que les deux sont très forts, finalement, parce que si on peut pérenniser des emplois publics avec la souplesse du privé qui peut aussi faire des emplois pérennes, bon, ça peut trouver des sources de financement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas donner de l'argent à l'université, parce qu'ils considèrent qu'ils payent des impôts, et ils veulent pas redonner en subvention à des labos universitaires. Donc, si on fait pas des ANR, des appels nationaux, enfin ANR, je sais même pas ce que ça veut dire en fait, des appels d'offres nationales thématiques, qu'on rentre pas dans le clou, on est mort, quoi. Donc, au moins le privé, ça permet d'aller chercher des contrats avec les dents et d'aller chercher des boîtes qui pourraient pas forcément, ou voudraient pas travailler avec forcément des labos universitaires où il y a plein de papiers à faire, il faut rentrer dans le truc, voilà, il y a des contraintes. Donc la souplesse du privé, de petites startups, moi je suis pas du tout rémunérée par la startup, on m'a accusé de ça, c'est toujours assez pénible. Donc non, je touche rien, mon comptable, voilà, c'est nickel. Mais quand on est un peu différent, bah, les jeunes, faut vous préparer. Quand on fait un peu différemment, quand on fait des solutions, on est pas mal critiqué, quoi. Voilà.
Mais il faut pas écouter, faut y aller, et puis toujours se remettre en question, plutôt soi-même, et être en accord avec soi-même. Moi, je veux dire, là, je rentre dans ma 60e année, ben, je changerai pas un iota de ce que j'ai fait. Même les erreurs, bon, à la limite, ça fait partie du job, hein, c'est comme en sport, hein. Voilà. Alors, je suis pas convaincue que de se casser le bras en courant, ce soit intelligent, mais maintenant, je me méfiais des chiens. Parce qu'en plus, moi, j'avais repris l'entraînement BIA Training, j'avais une super caisse. Mon VO2 max était remonté, parce que je teste des trucs sur moi quand même. Et ben là, bon, bah, je vais me désentraîner, je vais pouvoir tester des entraînements, ça va être magnifique. Voilà. Donc, non, il y a des erreurs qui servent à rien, je suis d'accord. Mais bon, ça, c'est des accidents. Je tenais justement à préciser cette idée que vous étiez en train de mettre en avant, que voilà, BIA Training a été créé. C'est une plateforme d'entraînement payable de façon trimestrielle, donc on a un contenu d'entraînement. Ouais. Et maintenant, on va faire 49 € par mois pour être plus souple. D'accord. Pas oublier, ouais, on est en train de tout refaire nos sites. En fait, on a une formule à 49 € par mois, digitale entièrement. Puis après, on a décidé de faire des tests pour 249 €. On se déplace avec notre camion. Franchement, c'est à peine rentable, hein, c'est même pas. Et ça, voilà. Et donc, on se déplace sur site, hein. On fait tout le test bioméca, physio, vitesse, force, enfin, la totale. Et puis après, on a une formule où les gens, ils ont le digital, mais ils nous parlent chaque semaine. C'est le digital plus quand on peut pas se déplacer vers eux parce qu'ils sont trop loin. Ben, ils font le digital, la formule. Là, il y a une formule à 149 € par mois où il y a le digital, mais ils peuvent nous parler et on débriefe sur chaque séance d'entraînement avec la plateforme digitale. Puis après, il y a une formule avec tout le live. On va chez eux carrément et on les teste 3 fois et ils ont du feedback humain et d'entraînement sur mesure, même pas digital. Là, on fait de la dentelle, quoi. Oui, voilà. Donc on a à la fois le contenu d'entraînement, l'encadrement et l'ensemble de ce qu'on donne participe à financer la recherche sportive aujourd'hui en France. Entièrement. Là, ça finance un salaire d'ingénieur, je le dis, 2000 € net, voiture de fonction. Et le gars, il le mérite amplement et au moins, il a pu prendre un appart et voilà, c'est mieux payé qu'un maître de compte débutant. Il est en thèse, il commence sa thèse. Et ce qui est très sympa, c'est que la personne qui avait le poste avant, elle est partie. On a trouvé un autre poste pour elle. Elle s'est bien débrouillée aussi dans une autre boîte pour laisser la place. Ça, c'est génial. À Florent qui maintenant est là. Donc, franchement, les dernières années, avec ce système de chiffres, je suis tombée sur des super jeunes. J'ai fait aussi un encadrement de thèse maths info avec un prof de maths à Grenoble. Et c'est le jeune là, Thomas qui a monté toute la plateforme digitale, un génie d'informatique. Maintenant, sur Internet, il se présente comme un hacker. Il a trouvé du boulot dans une super boîte, puis je pense qu'il est indépendant aussi. Voilà, donc c'est un tremplin, quoi. Un tremplin, mais franchement, eux aussi, ils me permettent de mettre BIA Training sur orbite. Et surtout, mes recherches, c'est quand même génial, parce que j'ai une idée, je la fais, quoi. Donc, et puis, on a toujours des sportifs partants pour tester des trucs. Là, notamment, même des médecins de Tarbes sont venus me chercher. On est en train de faire le CPP pour faire une étude sur l'entraînement post-Covid, parce qu'il y a des gens qui ont un Covid long, et ils sont venus me chercher par rapport à la plateforme digitale, et ils trouvaient que l'entraînement à la sensation, c'était quelque chose de facile à mettre en œuvre. C'est vrai, on n'est jamais en échec. On n'a pas à se dire, je dois faire mes 400 en une 15, oh là là, je suis crevé de la journée, est-ce que je vais arriver à les faire? Donc là, c'est toujours des consignes facile, moyen, dur. Donc c'est le facile du jour, le moyen du jour et le dur du jour, finalement. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de lier sensation et réalité physiologique. Justement, cette notion de sensation, elle s'oppose également avec cette idée du test Luc Léger. Du coup, vous avez créé votre propre test, qui est le test Rabbit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, c'est un tout en un. C'est-à-dire que le test consiste à faire, il a été validé par rapport à un test triangulaire, enfin, je reviendrai. Ça consiste à faire 10 minutes à allure facile. On s'échauffe un peu avant, hein. 10 minutes à allure facile. Après, on a 1 minute de récup. On fait un sprint à fond la caisse. 1 minute de récup. 5 minutes à allure moyen,
Donc, souvent les gens me disent: «C'est quoi moyen?» Ça, c'est le gros truc. Après 1 minute de récup, 3 minutes allure dure, 1 minute de récup et après 30 secondes, une sorte de Wingate, 30 secondes à bloc, allure très dure et de nouveau 10 minutes faciles, qu'on compare aux premiers 10 minutes faciles. Voilà. Donc ça, c'est le test de Rabbit qui a permis en gros de valider le fait qu'on avait vraiment un vrai VO2 max dans le test, qui peut apparaître soit dans la phase dure, soit dans la phase très dure. Le très dur est une sorte de vérification en fait du fait qu'on ait bien atteint un VO2 max. On a la capacité anaérobie lactique avec le 30 secondes, donc la haute 30 secondes. On a la force, la puissance avec le sprint. En préliminaire, on fait le test de Jean-Benoît Morin aussi, en plus. Et on a mis en évidence qu'on pouvait retrouver dans ce 10 secondes à bloc dans le Rabbit les mêmes valeurs que quand on fait un sprint dans les conditions de Jean-Benoît Morin. Voilà, on a acheté l'application, c'est fabuleux, c'est génial. Et on fait ce test à la fin de l'échauffement, quoi, voilà. Et on compare avec notre phase de sprint à l'intérieur. Et à partir de ça, on a pu constituer un algorithme dans lequel on a un radar, comme un contrôle technique de voiture, où on a résumé ça dans un item de puissance, force-vitesse, capacité de force-vitesse, capacité cardiaque, capacité tolérance à l'acidose. Donc on a force, cardio, tolérance à l'acidose et une note de perception de qualité de pilotage pour savoir si on est bien capable physiologiquement de reconnaître quand on fait un truc facile, est-ce que réellement c'est facile, moyen et dur, etc. Donc vérifier qu'entre les phases, on distingue bien le facile du moyen du dur. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens qui font un moyen beaucoup trop dur. En général, c'est ce qui se passe. Et quand on leur demande de faire du dur, ils n'ont plus de réserve. Le moyen, et c'est ce que le problème des coureurs en ce moment, c'est que avec la mode, c'est revenu très fort du seuil. Ils se mettent dans une allure moyenne et finalement qui n'est ni fait ni à faire, comme on dit, qui apporte pas grand-chose. Parce que nous, l'allure moyenne à l'entraînement, on l'utilise que comme une base, un socle, pour faire des accélérations à l'intérieur et revenir. C'est en fait l'allure moyenne correspond dans le bas et le haut de l'allure moyenne au seuil ventilatoire 1 et 2. Et donc on s'en sert aussi pour travailler la récupération. On fait des séances moyennes, la séance cardio que j'étais en train de faire quand je me suis pété la figure là, où ça consiste à faire 20 minutes à allure moyenne et toutes les 2 minutes, dans ces 20 minutes, pendant 2 minutes, on accélère jusqu'à la vitesse dure, on décélère jusqu'à la vitesse moyenne, donc on lâche pas. Ce qui est très dur, c'est la décélération progressive, et on fait comme ça des pyramides. 5 fois, donc 20 minutes, avec une base, un socle de l'allure moyenne. Donc là, si on cale pas bien son allure moyenne, on la fait trop dure, on va pas au bout de la séance. Donc c'est un petit peu ça, et finalement c'est intéressant parce que quand on est en compète, on est confronté à, sauf si on est ridiculement figé sur sa montre. Sur le marathon, on veut absolument suivre un lièvre ou sa montre. En général, ce qui est intelligent, c'est de courir à la sensation et de faire un feed forward, de se dire, de se représenter à l'avance les sensations qu'on doit avoir aux 5 km, aux 10, aux 15, aux 20. Et ce n'est qu'une suite de vérification de sa douleur, enfin de son état de fatigue qui va faire qu'on va valider nos hypothèses ou pas. Donc il y a un mélange de feedback et de feed forward sur un marathon, par exemple. Sur un 800, ça bloque, hein, on réfléchit pas, surtout le départ en couloir. Le 1500, c'est à peu près pareil, mais sinon les autres courses, en fait, on planifie un truc au niveau de la douleur qui va arriver à tel endroit de la course et on vérifie. Et donc les qualités de perception, c'est déjà être capable dans nos tests de différencier les allures et à l'intérieur d'une même allure, enfin d'une même sensation, être capable d'avoir des variations de vitesse à isosensation. Ce qui est important, c'est pas garder une vitesse constante, c'est de garder une sensation constante. Ça, c'est extrêmement important. Et on s'intéresse beaucoup aussi au temps limite à une sensation constante. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et ce temps limite à sensation constante, à allure dure, il peut passer du simple au double quand on demande aux gens de se concentrer sur leur cadence ou sur leur fréquence respiratoire
eh bien, ce temps limite à l'heure dure va passer de 7 à 11 minutes, par exemple. On l'a fait pas mal. C'est une série de vidéos que j'ai fait pour le Covid, la phase 1 du Covid, la vraie phase. On avait qu'1 heure par jour. Et donc, j'ai fait chaque jour des vidéos. On en a 49. S'il y en a qui veulent aller piquer des séances, c'était des séances d'entraînement à faire, en fait, un peu commentées. Et il y avait des séances où la mission était de se concentrer sur sa respiration, sa fréquence respiratoire, sa cadence. Et on s'aperçoit que le fait d'intérioriser, de se recentrer sur soi et de se fixer sur un truc, on n'est pas en train de se dire, oh là, je vais craquer, oh, ça fait mal. On est concentré sur un truc à faire, à sentir. C'est une sorte de méditation, en fait, active. Et finalement, on tolère la douleur beaucoup plus. Je reviendrai sur cette notion de sensation par la suite. Durant nos échanges, vous m'avez confié que ce test, justement le test Rabbit, était validé aussi pour des scolaires. Je sais que vous avez beaucoup de profs EPS qui nous regardent sur la chaîne. Ça pourrait certainement les intéresser. Est-ce qu'il y a des contraintes techniques ou technologiques à la mise en place de cette évaluation scolaire? Non, en fait, on avait fait ça avec un de mes anciens élèves qui est devenu conseiller PEDA. Là, c'était en primaire. L'article est aussi en ligne. Il était sorti dans la revue EPS. Il est aussi en ligne dans BIA Training. C'était il y a 2 ans, je crois. Et non, il n'y a pas de. D'ailleurs, il y a un collègue de collège qui veut le refaire là. On a été empêché par le Covid. Mais les contraintes, c'est le mieux, c'est d'avoir des cardio-fréquences-mètres. Et c'est sûr, pour pouvoir avoir les élèves adorent avoir, même petits, même en CM1, CM2, ils aimaient bien regarder leurs courbes. Regarder, ah bah j'ai senti ça, bah il s'est passé ça dans mon corps à l'intérieur. Si je me mets une webcam ou voilà, il se passe ça à l'intérieur de mon corps. Ça amuse beaucoup les enfants et on faisait un jeu aussi. L'idée c'était d'arriver à bien distinguer. En fait, le jeu c'était leur donner une note de perception. Est-ce que tu es bien arrivé à différencier tes allures dans les consignes facile, moyen et dur? Le test est le même, sauf qu'on a divisé par 2 toutes les durées, je crois, si je me souviens bien. Sinon, c'est la même chose. Donc à partir de ce test, si je dis pas de bêtises, vous réalisez le bilan énergétique, donc le radar, et également vous déterminez la signature de vitesse. Est-ce que vous pouvez défricher un peu cette notion-là? Oui, alors déjà le radar, j'ai pas fini de dire que le radar, vous êtes d'accord que vous allez avoir une note. Alors derrière le radar, force cardio, etc., il y a plein d'items. Hein, c'est des résumés. Il y a plein d'items qui sont un peu secrets, on va dire. Et donc on va avoir une note de force, une note de cardio, une note de perception, une note d'acidose. Donc on va avoir une note de 1 à 10 par rapport à sa catégorie d'âge. Donc on fait des percentiles. Et donc là, en fonction, si par exemple j'ai une meilleure note en force, puis ensuite une meilleure note, la deuxième note c'est l'acidose, la troisième note cardio, la note la moins bonne c'est perception. Je vais avoir un profil F, C, A, P, et finalement je vais avoir un entraînement. Il y a 24 possibilités, 4 fois 3 fois 2 fois 1, parce qu'il y a 4 items, et je vais avoir un entraînement digital quand même qui va respecter mon profil. Et en fonction de la note, non seulement de la note, mais oui, la valeur de la note, non seulement du positionnement des notes, des items les uns par rapport aux autres, la valeur aussi de la note. Par exemple, je peux très bien être moins bon en cardio, mais avoir quand même une note de 6 sur 10. Parce que tout simplement, je suis super bon en force et voilà. Et donc on va tenir compte du niveau de chaque item et de l'ordonnancement de mes points forts et mes points faibles. Et après, on va travailler chaque semaine. Donc il y aura 2 séances ou 3 séances par semaine. Pour l'instant, il y en a 2, espacées de 3 jours. Mais il y aura toujours cardio, perception, acidose, etc. Il peut y avoir des blocs où on travaille plus le point faible. Voilà. Alors après, pour revenir sur la signature de vitesse, on est parti sur effectivement, à partir du radar, préconiser des variations de vitesse, par exemple sur le marathon, des variations de vitesse optimales par rapport à la réserve de puissance, par rapport donc des grandes tendances et en même temps des variations à l'intérieur. Et ça, c'est parti de l'observation, donc sur les big data, à partir de données qu'on a prises sur Strava et de quantités importantes. On a découvert que en fait la meilleure façon, on a présenté ça au MIT à Boston, les champions en fait passent en une course en BAF tube, en U, en smiley. Ils partent vite parce qu'ils ont une grande réserve de puissance. Kipchoge va partir à 22 et demi à l'heure pour une vitesse moyenne de 21. Et après, ils vont se laisser descendre
comme un collier et vont passer 2/3 de la course en dessous de la vitesse moyenne. C'est-à-dire que en fait, ils prennent de l'avance. Après, ils peuvent se permettre de récupérer entre guillemets, de courir légèrement en dessous de la vitesse moyenne pendant 26 kilomètres. Et après, ils vont être capables de réaccélérer à la fin. Mais ils ont, quand je dis en dessous de la vitesse moyenne, c'est pas très creusé, hein, ils sont limite. Mais ça leur permet qu'à l'intérieur de cette grande tendance, ils font des petites micro-variations très très fines. Le coefficient de variation des champions est plutôt de 3% et des autres 10%. Donc en fait, cette réserve de puissance leur permet de prendre de l'avance, de finir vite, de pas être, parce que le facteur limitant en marathon, c'est la force musculaire finalement. C'est donc l'effondrement du renvoi. Enfin, c'est ce qu'on avait fait avec Jean Savianski. C'est le coût énergétique qui augmente énormément au 30e, 26e kilomètre. Et finalement, on a la double peine, on a moins de glycogène et on a une augmentation du coût énergétique 26e kilomètre. Ça, c'est quand on cherche à garder une vitesse constante. Parce que les gens, en général, ils passent 2/3 de leur course, leur distance de course au-dessus de la vitesse moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils s'assignent une vitesse moyenne sur le marathon qu'ils peuvent pas tenir, parce que c'est extrêmement difficile de cibler exactement une vitesse juste. Ils craquent au 26e et la vitesse s'effondre tellement que finalement la vitesse moyenne, boum, ça baisse. Et du coup, les 26 km qu'ils ont fait au-dessus se situent au-dessus de la vitesse moyenne. Donc, ce qui est en fait ridicule. Ce qui est important, c'est la répartition des efforts. Voilà, c'est ce qu'on appelle la symétrie de distribution des vitesses de la course. Donc là, pour revenir à ça, donc maintenant on préconise des signatures de vitesse, mais pour ça, de cette façon-là, mais pour ça, il faut avoir une grande réserve de puissance. Il faut être capable déjà de tolérer des départs rapides et pouvoir finir assez vite. Et à l'intérieur, faire des micro-récupérations, des variations de vitesse. Alors c'est sûr que si on s'entraîne toujours à la même vitesse, on n'est pas capable de faire ça. Si on s'entraîne toujours au seuil, on va pas être capable de faire ça. Est-ce qu'on peut dire que ça va à l'encontre des stratégies de pacing dont on entend souvent parler, à savoir d'essayer justement d'être le plus régulier possible pour s'économiser durant la course? On s'économise pas, on s'épuise à petit feu. Pour travailler sur l'état stable du lactate, je peux vous dire que ça se joue à 0,3 à l'heure près, hein, les vitesses de stabilisation de l'acide lactique. Et aussi les vitesses, parce que ce qui est intéressant dans la vitesse d'état stable du lactate, c'est que c'est une vitesse repère aussi qui permet de savoir si on passe au-dessus de la vitesse, on va taper dans les sucres à 90%. Donc, et puis musculairement, si on travaille toujours à la même vitesse, on travaille toujours dans le même régime force, vitesse, tension, longueur. Donc, biomécaniquement, la composante élastique série du muscle, on travaille toujours dans les mêmes contraintes. Et il va y avoir une fatigue, alors que quand on varie la vitesse, on peut varier les régimes de contraction musculaire. Il ne s'agit pas de varier la vitesse de 2 km/h, mais à l'intérieur, il y aura des étendues. Par exemple, le record du monde de Kipchoge, il le fait la meilleure perf, à 2,51. Il y a une étendue, un range d'allure de 14 secondes entre son kilomètre le plus lent et le plus rapide. Donc cette range, cette étendue, c'est la signature d'une grande réserve de puissance. Et il n'a pas peur de ralentir parce qu'il sait qu'il peut réaccélérer. Et ça permet de récupérer musculairement. Et ça, c'est vraiment la particularité des champions. Donc si on devait résumer la meilleure stratégie pour Monsieur Tout-le-Monde pour courir un marathon, ce serait cette idée du smiley. Oui, le smiley et un petit smiley parce que les réserves de puissance c'est pas forcément très important, mais à l'intérieur faire plein de petits smileys à l'intérieur de ce grand smiley, faire des petites variations. Et encore une fois, la meilleure façon d'y arriver, c'est pas d'avoir le nez collé sur sa montre, c'est de travailler dans des registres de sensations. Le marathon, ça se court entre facile, moyen, voilà, on a une fatigue en fait. Ce qu'on a découvert, on a fait des mesures à Annecy, bâton d'Annecy en direct, complète. En fait, ce qui se passe au 26e kilomètre, c'est qu'on a une fréquence respiratoire qui augmente. Si on essaye de rester à la même vitesse, la fréquence respiratoire augmente. Et paradoxalement, on va déclarer qu'on a mal aux jambes. On va pas déclarer qu'on est essoufflé.
Pourtant, la fréquence respiratoire qui décroche au 26e kilomètre, elle va rejoindre la fréquence respiratoire de l'allure dure du rabbit. Mais sinon, les vitesses, quand on fait un rabbit, ça permet de situer la vitesse marathon. La vitesse marathon va se situer entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute de l'allure moyenne. Et cette allure moyenne, il peut y avoir un range, là, pour le coup, qui peut être de 2 kilomètres. Courir à la sensation, moi je préconise, là il va y avoir plein de courses, ça va redémarrer fort. Il y a des gens qui vont avoir des surprises d'avoir des reports de courses, de courir très souvent, parce que plutôt de se faire rembourser, il y en a qui ont maintenu. Et c'est l'occasion d'expérimenter des choses. Hein. Si on court toujours pareil, on va pas apprendre. Donc pourquoi ne pas tenter de faire cette course en smiley, et plutôt que de vouloir s'assigner. C'est beaucoup plus plaisant d'ailleurs, parce que finalement on n'est pas là à se contraindre à tenir absolument une vitesse. C'est pas très marrant, toujours avoir le nez collé. On peut pas intérioriser. C'est-à-dire que de regarder un truc à l'extérieur, ça va on se décentrer de soi-même, on n'est pas dans ses sensations, quoi. Et là, on fait une contre-performance. On va toujours être regardé à côté, si le voisin te double, si j'ai bien regardé ma montre, voilà. Il faut faire une course intérieure. D'ailleurs, on va démarrer l'année prochaine une série de vidéos qui va s'appeler Inside Running, du titre d'un bouquin de Costil, qui m'a beaucoup inspiré. C'est un pionnier, hein, de physiologie appliquée à la course à pied. Et Inside Running, ça va être, en fait, on va décrire tout ce qui se passe dans notre corps, à allure facile, à allure moyen, sprint. On va décortiquer physiologiquement ce qui se passe. Et puis de plus en plus, un neurophysio aussi, grâce à ma collaboration avec les collègues neurophysiologistes belges, on va essayer de faire le lien. J'ai un bouquin qui sort dans un mois sur le trail, où j'ai fait beaucoup de neurophysio dans le bouquin, essayer de faire le lien. Je suis un peu sortie de ma zone de confort. Vous m'en voudrez pas si c'est pas toujours parfait, mais la deuxième édition sera meilleure. Mais voilà, c'est écrit avec Sylvain Bazin de Wider, le rédacteur chef de Wider, excellente revue aussi. Donc là, le trail, c'est un exemple magnifique. Bon, moi, j'ai gagné Cerzinal, un peu par hasard en entraînant pour le 3000 mètres. Et finalement, le trail, c'est un terrain de jeu magnifique pour s'entraîner à la sensation et courir à la sensation, parce que on peut rien prévoir. Ouais. Le terrain, si c'est boueux, pas boueux. Bon, voilà, c'est même pas la peine de calculer, quoi. Et puis, on est dans la nature, là, on respire l'odeur de la nigritelle, l'orchis vanillé, enfin, à Cerzinal, je vous le recommande, la course, elle est magique. On est dans les alpages, on monte, c'est doux, on peut courir tout le long. Et puis en plus, on termine par une descente. Voilà, donc je me suis même pas pété la gueule dans la descente. C'est voilà, parce que là, on descend vraiment à fond la caisse. Hein. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait pas mal de courses en montagne comme ça, à la Bérarde. Enfin, c'était le début des trails en fait, le tour des écrins. C'est le tout début. Et maintenant, avec mon grand âge, je fais du off. Enfin, je suis incapable de marcher, moi. Je vais courir à la vitesse de marche. Je vais faire une sorte de trop marcher, parce qu'en fait, j'ai toujours un pied au sol. Mais j'ai toujours besoin de rebondir un peu, quoi. C'est plus agréable. Voilà. Et je me promène comme ça, je fais des kilomètres dans la nature. Voilà, ça va attendre un moment, mais c'est pas grave, c'est l'hiver, donc je vais passer l'hiver au chaud. Ça va revenir rapidement. Ouais. Vous parliez justement des relances des différentes courses qui vont certainement revenir si les situations se remettent dans l'ordre. Je pensais également au début de la nouvelle année, donc forcément beaucoup de bonnes résolutions. Ça signifie que beaucoup de nouveaux pratiquants vont certainement essayer de se mettre à la course à pied. Est-ce que vous auriez 2-3 conseils à donner à de nouveaux pratiquants d'un point de vue de l'entraînement et de la prévention ? Alors, l'entraînement à la sensation, c'est nickel, parce qu'en fait, quand on commence à courir, l'allure facile, moyen, on se la fait en marchant. En fait, quand on fait un rabbit, moi j'ai pas mal de gens, même un peu obèses, leur facile et moyen, il est en marchant. Et puis le dur, comme la limite marche-course c'est à 8 km/h, parfois ils font des incursions dans le très dur, ils se mettent à courir, quoi. Voilà, parce que nécessité fait loi, un petit peu comme si on devait rattraper un bus. Donc c'est de démarrer en marchant, pas forcément à la marche avec les bâtons, hein. Non, parce que les bras, il faut apprendre à ce que les bras soient équilibrateurs et relâcher le plus possible. Et si on met des bâtons au bout, c'est un autre sport, c'est autre chose. La marche nordique.
Mais pour moi, les bâtons, c'était ce qu'ils font. Mais bon, ça, c'est voilà. Mais pour ce qui est de vouloir courir, ben, on commence à marcher, hein. Marcher, allure facile, moyen, et on s'amuse à faire le test de Rabbit. Il suffit de copier ce qui est en ligne, hein. On le fait, et puis on va s'apercevoir peut-être que dans les dernières vitesses dures, très dures, on se met à courir. Et là, on est content, on a son cardio GPS, et on va regarder à quelle vitesse on commence à courir. Ça, c'est toujours un peu magique. C'est 8 à l'heure, 7 à l'heure, 9 à l'heure. Voilà. Donc, moi, je peux courir à des vitesses très très basses. Je peux avoir l'impression de courir à des vitesses très basses. Mais même si vous avez peur, n'ayez pas peur du ridicule. Moi, j'ai dû assumer une tuberculose il y a une dizaine d'années. Quand j'ai repris, c'est comme les covidons, hein. J'avais 28 de VO2 max, vous voyez le truc. Donc, ben, c'était de la marche. Je faisais illusion de courir, mais j'avais pas honte. Il y a des gens, ils me dépassaient en marchant pépère, quoi. Et moi, j'étais là à trottiner. Mais j'avais le plaisir un petit peu un trotien, un petit sautillement, pas mal. Et en fait, j'ai découvert que ça donnait un coût énergétique très faible. Parce qu'en fait, on a l'élasticité de la course et on a la conservation de l'énergie potentielle en cinétique, parce qu'on a toujours un pied au sol de la marche. Donc, c'est une espèce de marche-course, une espèce de hopping comme les petits enfants ils ont, les gamins en bas âge. Et voilà, donc n'ayez pas peur de faire ça, même si vous avez le sentiment d'être ridicule, parce que les gens en marchant, ils vous dépassent, c'est pas grave. Voilà, facile, moyen, dur, très dur. Puis un jour, vous allez vous mettre à courir, vraiment. Vous aurez une phase de suspension à partir de la vitesse facile. Donc c'est ça le conseil que je dirais, c'est démarrer. C'est une chance d'être débutant parce qu'on démarre tout de suite par l'entraînement, la sensation, sans se laisser polluer par des entraînements à tout prix trop rigides. Voilà. Là, c'est la sensation. On réussit toujours finalement parce que on est en phase avec soi-même. Si un jour on est fatigué, ben seulement on ira moins vite pour une sensation dure, c'est tout. Pas grave. Une question qui est souvent remise sur le tapis aujourd'hui aussi, c'est celle des chaussures. Ouais. Est-ce que vous auriez quelques conseils justement pour orienter les nouveaux pratiquants dans leur choix? Oui. Oui, tout à fait. Bon, déjà, si on est complètement débutant, il faut mieux aller dans un magasin. Après, quand on a trouvé son modèle, on peut commander sur Internet, mais sinon, magasin, avec un bon conseiller, des gars qui tiennent. Maintenant, on a la chance d'avoir. Moi, à mon époque, je montais voir Raymond de Cornu à Boutique Marathon depuis Grenoble, chercher des chaussures, quoi. Il y en avait pas. J'ai eu un contrat Nike quand je gagnais sur Zinal. Je recevais mes chaussures des États-Unis, mais à part des Achilles d'Adidas et des Taiwin Nike, il y avait rien. Maintenant, il y a plein de boutiques, vraiment avec des gens très compétents. Moi, j'en ai quelques-uns, moi, dans mon voilà. Et ça permet d'avoir vraiment du conseil tip top, quoi. Une fois, je me suis amusée à aller dans un nouveau magasin, il s'appelle Jean-Baptiste et il me connaissait pas. Puis en plus, on était masqués déjà. Et il m'a déballé 25 boîtes. Le mec, il me connaissait pas et il a pris le temps de me conseiller. Moi, j'ai fait un peu la naïve. Voilà. Et après, je sais que là, je peux lui envoyer du monde. Voilà, c'est super béton, hein. C'est voilà, les Running 94. Et puis il y a aussi les boutiques à Paris, hein, voilà, Montparnasse. Il y a des gars très bien, c'est des coureurs à pied. Voilà, ça, c'est les deux que je connais. 14 Running Shop. Bon, voilà, c'est tous des gens sérieux. Qui aiment ce qu'ils font, vraiment qui adorent ce qu'ils font. Alors là, concernant les chaussures, ils vont vous orienter déjà. Bon, il faut pas s'orienter directement sur du carbone comme actuellement, parce que moi, bon, j'ai voulu faire la Jones, j'ai acheté les Zoom là. Je me suis fait une petite élongation parce qu'en fait, c'est des chaussures qui vous donnent envie d'aller vite, qui ont un renvoi très très tonique. Et les ischio-jambiers, ben, faut être à la hauteur de ses chaussures, en fait. Il faut pas être trop vieux, faut pas être en sarcopénie, faut être musclé, enfin, il faut savoir courir. Bon, moi, je sais courir. Donc, je me suis fait plaisir, mais le problème, c'est que je suis allée trop vite, je me suis enflammée et musculairement, ben, le lendemain, j'ai des sacrées courbatures, quoi. Et je les ai réutilisées, je suis repartie faire une séance, et au milieu, là, j'ai vraiment senti une douleur dans les ischios. Donc, j'ai enlevé les godasses, je suis rentrée en chaussettes, parce que même les chaussures, j'ai l'impression d'être sur des rollerblades, des lames. Et même de marcher avec ça, je me faisais encore mal. Donc, je suis revenue en chaussettes. En plus, il s'est mis à pleuvoir. Je me suis fait 2 kilomètres en marchant en chaussettes. Et pour pas, voilà, je voulais pas salir les chaussures tellement qu'elles sont chères, je les ai mis sur mon ventre. Bon, bref, un truc sketch.
Et après, je les ai offerts à quelqu'un. Mais c'est des chaussures, il faut vraiment être à la hauteur. Ouais, c'est vrai, ça améliore les perfs. Alors là, j'ai proposé justement à travers le magasin là, de tester plein de chaussures. Quand on fait les audits pour les sportifs, on leur dit, bah, tu peux tester 2-3 paires de chaussures si tu veux. On regarde ce que ça fait au niveau du coût énergétique, etc. Alors là, ils ont montré que c'était 4% d'amélioration du coût énergétique, sauf qu'ils les ont testés dans la publication sur tapis roulant. Quand on sait que ça n'a juste rien à voir, parce qu'on n'a pas de phase d'impulsion sur un tapis. On peut être le roi du tapis en posant bien le pied sans se casser la figure. Mais c'est vrai que tout le monde dit que ça fait tomber les perfs. Mais je pense qu'il faut être déjà à un certain niveau. Là, notamment, on a eu un client, entre guillemets, un coureur, qui avait un problème de hanche. Enfin, on a vu après, il a acheté les chaussures, il s'est fait mal. Et après, l'ostéo lui a trouvé qu'il avait un déséquilibre du bassin. Donc, il faut vraiment pas avoir de pathologie cachée, enfin de déséquilibre. Vaut mieux aller voir son ostéo avant d'aller acheter la chaussure, quoi, magique. Voilà. Puis il faut musculairement être préparé. Alors sinon, les autres chaussures, il y a des chaussures avec de l'azote, nitrogène. Moi, j'aime bien les marques Brooks. C'est des gens sérieux. Il y a On Run qui est pas mal aussi, qui est assez intéressante. New Balance. Je sais qu'en ce moment, moi, j'ai testé beaucoup de choses. Là, j'étais partie sur du New Balance, du On Run et du Brooks. Dans cette même idée pour les débutants, comme vous conseillez justement l'entraînement à la sensation, est-ce que vous conseillez le cardio-fréquence-mètre? Est-ce que vous conseillez d'investir dans un outil comme ça pour un jeune pratiquant? Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est le GPS. Bah, disons, l'intérêt du cardio au GPS, c'est que il faut s'en servir, mais après. C'est-à-dire, on va courir la sensation et on fait un jeu. On se dit, bon, bah, allez, je vais faire la séance. Nous, on a des codes couleurs. Facile, moyen. Facile, c'est vert. Moyen, orange et dur, c'est rouge. Très dur, c'est noir. Et enfin, moi, ce que je mémorise le dessin de la séance. Et après, je vérifie quand je dépose ma séance, qu'on est connecté automatiquement avec Strava. Après, ça va vraiment tout de suite dans le programme, le cahier d'entraînement digital de la personne. Et on regarde que l'intérêt d'avoir la vitesse et la fréquence cardiaque, on regarde qu'on est arrivé à reproduire le dessin qui était préconisé dans la séance d'entraînement. Parce que ça se passe comme ça, en fait, quand on a son profil. Après, on a sa séance d'entraînement qui se plug dans l'agenda et on clique dessus. Donc, on a la séance du lundi, dimanche. Donc, voilà, parce que c'est l'intelligence artificielle, on tient compte de ce que les gens font. Donc, on clique dedans, on voit qu'on doit. Donc, il y a du texte qui explique et un dessin. Moi, je regarde le dessin et je mémorise le dessin. Et après, je vide ma montre. Automatiquement, elle est connectée en Wi-Fi à Strava. Paf, je vais dans ma plateforme digitale, dans mon compte. Je vais aller prendre la séance dans Strava, la mettre dans mon cahier d'entraînement et je regarde que j'ai bien fait la séance comme il fallait. Et là, bientôt, on va améliorer le processus. On va carrément donner une note de qualité de réalisation aux gens en faisant nous-mêmes la comparaison du dessin avec ce que le motif réel de la personne. Donc, pour répondre à la question, je dirais oui, comme un jeu. On essaie de faire quelque chose et on vérifie qu'on l'a bien fait. Maintenant, les cardio GPS, il y a des trucs à 99 € chez Decat. Premier prix, je vous le dis parce que j'étais allé revoir un petit peu tout ça. Il y avait une promo Garmin à 149, 245. C'est pas non plus la peine d'y mettre parce que toutes les fonctionnalités d'un 945 ou Polar, etc. C'est des calculs de VO2 qui mesurent VO2 par rapport à la fréquence cardiaque vitesse. Ils font un VO2 indirect en fait. Ils regardent toutes vos courbes de fréquence cardiaque en fonction de la vitesse et ils font une extrapolation à FC max, etc. Il y a l'excess oxygène consumption sur le Sunto. Bon, tout ça, je connais bien les chercheurs qui ont fait ça. C'est des calculs un peu limite, quoi. Enfin, voilà, il y a variabilité cardiaque, tout ça. C'est pas la peine, tout ça, vous oubliez. Et vous regardez juste que vous avez réalisé ce que vous pensez faire. Et essayez de relever un petit peu à sensation égale, de gagner 1 km/h. C'est ça, c'est le critère, c'est de se dire, tiens, mon facile, avant, il était entre 10 et 12. Maintenant, il est entre 11 et 13. Pour en revenir à des idées un petit peu plus théoriques, vous, sur votre chaîne YouTube, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on cite BIA Training, etc. Je mettrai toutes les références dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver tout ça pour aller fouiller. Vous comparez souvent le corps humain à un moteur hybride. Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu cette idée?
Oui, on a travaillé avec Renault sur un contrat CIFRE, hein. Donc, vous connaissez le courant du biomimétisme, c'est l'inspiration du vivant pour les machines. Bon, ça a été la mode, hein, c'est un petit peu moins. Et ils étaient venus me voir par rapport à une voiture hybride pour économiser de l'énergie. On a eu d'ailleurs un Green Award au Festival du film vert à Deauville en 2016. On était fiers. Donc c'est avec Renault. Et effectivement, l'idée c'est que il n'y a pas aérobie, anaérobie, etc. Tout est en même temps. C'est-à-dire que quand on a une voiture hybride, quand on accélère, on est sur la batterie. Puis après, il y a le moteur thermique qui prend le relais, donc c'est VO2. Au début, c'est la phosphocréatine. Puis après, une fois que la batterie est épuisée, ben, c'est VO2, le thermique qui reprend le relais. Et justement, on peut recharger la batterie électrique avec des variations de vitesse. Voilà, en fait, nous, on avait observé avec une thésarde que la meilleure façon de tenir longtemps VO2 max, c'était à un moment donné, à la fin d'un van c'était de baisser la vitesse. Et on pouvait, comme ça, en descendant la vitesse au maximum de la steady state, rester à VO2 max. Parce qu'en fait, on a une surconsommation d'oxygène pour régénérer la phosphocréatine dans la chaîne mitochondriale. Et parce qu'on a une respiration mitochondriale, on sait qu'on peut régénérer, on a une navette créatine kinase, on peut refaire de la phosphocréatine avec de l'oxygène surconsommé, parce qu'on est en phase de récup, et on réoxyde l'acide lactique. Donc c'est ça le moteur hybride. C'est-à-dire on doit tout travailler et après harmoniser les variations de vitesse pour optimiser la synchronisation des métabolismes. Qui peuvent donc permettre des méthodes d'entraînement plus adéquates si on veut passer plus de temps à VO2 sans avoir un stress mécanique Exactement, aussi important. Ouais. On en parlera certainement prochainement sur la chaîne parce que c'est super intéressant. Dans une logique de voir un petit peu plus... L'idée de varier la vitesse sur un marathon. Oui, c'est ça, totalement. Dans une logique d'aller un petit peu plus vers l'avenir, j'en profite pour vous poser quelques questions que beaucoup se posent, je pense. Et du coup, j'ai envie d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura un homme sans aide extérieure qui franchira la barre des 2 heures au marathon? Et également, dans la même logique, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura une femme qui franchira cette barre? Et donc, derrière cette question, vous comprendrez l'idée sous-jacente. Est-ce que vous pensez que sur les activités d'endurance, ultra-endurance, les performances hommes-femmes peuvent se rejoindre à terme? Alors pour la première question, je dirais même, je pousserais le bouchon plus loin en disant que parce que Kipchoge a été contraint à Monza de suivre une voiture à vitesse constante, il n'a pas pu, et 8 lièvres qui se relayaient, il n'a pas pu faire son meilleur chrono parce qu'il était contraint dans cette allure stupide constante. Donc je dirais que mon idée c'est qu'il faudrait que la voiture, en fait, elle précède le coureur, mais qu'elle suive le coureur. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme où la voiture, pour le protéger, enfin, par exemple sur le record, là, si on avait voulu quand même mettre une protection, il faudrait que le lièvre ou la voiture soit face élastique avec le coureur en fonction de ce que veut faire le coureur, et pas l'inverse. Donc comme ça, il y aura l'aérodynamisme, et en même temps, il y a le bénéfice de la variation de vitesse spontanée naturelle de la personne. Bon, sans aide extérieure, oui, bien sûr. Enfin, il faut quand même avoir des coureurs avec soi, hein. Mais je pense que oui, moins de 2 heures, c'est jouable, hein. C'est comme Luca, quand il a fait tous ses records de perche, il les faisait petit à petit, hein, pour le suspense. Donc ça, c'est son problème, à condition de ne pas contraindre le coureur à une vitesse constante. Ça, c'est une chose. Et sinon, concernant les femmes, non. Les femmes ne rejoindront jamais les hommes. Dans la mesure, tout simplement, c'est que les femmes, elles ont 20 à 30% de force en moins. Et l'aberration de l'article de Nature de Brian Whip, enfin j'adore, hein, mais c'était un sacré clin d'œil, un peu comme l'article bidon du 27 pour le Covid. C'était le gros coup de pub. Il avait tout simplement pris l'évolution des records féminins qui ont monté de façon très 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 rapide, parce que dans l'évolution des records, il y a le facteur sociologique, hein, évidemment. Donc quand les femmes s'y sont mises, elles ont progressé très vite. Et du coup, après, il a fait croiser les courbes. Voilà. Mais ça, c'est une très mauvaise statistique en usage. Non, les femmes, elles ont 30% de force de moins, et comme c'est le facteur limitant, la force à très haut niveau, le facteur limitant, c'est la force musculaire quand même. Moi, j'avais fait, par exemple, une étude sur les meilleurs marathoniens
Portugais à l'époque qui étaient les meilleurs européens. J'étais descendu à Porto et on avait testé Antonio Pinto, 2h06 à l'époque, qui faisait il tapait quand même 3,33 au 1500 en meeting avant de faire son marathon. Et j'avais vu que la différence qui se faisait entre des coureurs entre 2h06, 2h10 et les 2h11, 2h16, le facteur discriminant de ces deux groupes, c'était pas VO2 max, c'était pas le coût énergétique, c'était pas la fraction d'utilisation de VO2 max au seuil lactique, le facteur endurance, comme on dit maintenant. C'était dans les années 2000. C'était au début des années 2000. La différence, c'était la vitesse maximum sur 1000 mètres. La vitesse max sur 1000 mètres, voilà. Donc, tolérance à l'acidose et puis force musculaire. Donc, voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc, je reviens, femmes, non. Parce que les femmes, elles ont moins de force musculaire que les hommes. Ce qui ne peut pas empêcher de... Désolée, les nanas. Mais déjà, si on tombe sous les 2h15 régulièrement, je pense que... Alors, par contre, là, ce qui est vachement intéressant, ça me fait penser à ça, c'est que moi, je vais proposer très bientôt un index de qualité de course qui fait que, en fait, la performance, ça veut dire performer, du vieux français, ça veut dire accomplir. Ça a été pris en Angleterre dans son acception de tout performe, donc réaliser et la performance. C'est à la fois le chrono et nous, en France, on a gardé que l'idée du chrono. Donc les gens un peu se découragent finalement une fois qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4 marathons. Comme c'est dur de descendre les chronos, ils se dirigent vers le trail et l'inflation des kilomètres, toujours plus long, plus long, plus long. Et puisque ce qui est important, c'est la qualité. Et pourquoi ne pas donner une note? Moi, ce que je vais mettre au point, ce que j'ai commencé à mettre au point, c'est un index de qualité de course où les gens, finalement, à l'arrivée, ok, ils ont le chrono, mais peut-être que ce jour-là, ils ont optimisé leur signature de course. Et donc, je vais mettre au point cet index que je vais mettre à disposition des organisateurs de course pour que les gens puissent avoir un feedback au-delà du simple chronomètre. Ça, c'est important. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, ce qui peut être important, c'est de dire que la femme est plus intelligente que l'homme, dans le sens où ça s'adapte mieux à sa faiblesse et à ses forces. Donc, peut-être qu'elle va être capable de mieux tirer parti de son énergétique, d'optimiser son énergétique par rapport à un homme, par exemple. Ça peut un petit peu nous consoler, on va dire. C'est très intéressant. Je suis pas féministe, hein, mais bon. Non, mais c'est aussi pour dire que on va peut-être découvrir qu'un master, un vieux, on dit, il court mieux qu'un jeune. Parce qu'il se connaît, il se respecte, il est dans la résilience. Le truc à la mode en ce moment, enfin, je veux dire, il sait se doser, quoi. Donc, c'est important de mettre au point ce journalisme pour pouvoir faire que les gens se découragent pas et toujours un intérêt à courir. Bon, pour moi, le marathon, c'est 10 kilomètres de trop. Mais déjà, un semi, on se fait bien plaisir. Un 10 kilomètres, un semi. Il faudrait aussi qu'il y ait davantage de 5 kilomètres comme aux États-Unis. C'est une belle course, 5 kilomètres, c'est une belle porte d'entrée aux courses. Alors, on va toujours vers le long. Je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça. Moi, le long, pour moi, c'est la sortie du dimanche où, un peu comme les Kenyans, j'ai eu le plaisir d'entraîner une vice-championne olympique kenyane, Isabelle Oshishi, pour 2004, ça fait déjà longtemps. Mais bon, son 5000 mètres, elle faisait 14,37, elle courait entre 18 et 28 à l'heure. Donc voilà. Et les Kenyans, ils partent très longtemps, mais aussi bien ils vont marcher, faire un sprint dans leur sortie longue. Donc ça, je dirais que le long pour moi, c'est ça, c'est la balade, la randonnée. Et après, bon, ça sert à rien de s'épuiser à faire des 30 km à l'entraînement, des sorties longues à allure du seuil, 20 km. Faut plutôt aller dans la variété. D'ailleurs, les Américains ont bien montré que l'entraînement efficace, c'était le polarized, l'entraînement polarisé. On a une grande plage de vitesse, du très lent au très rapide. Et encore une fois, arriver à trouver sa jauge, son range, son échelle de vitesse qui soit la plus haute possible. Vous avez parlé des masters, j'en profite, ça me fait une transition toute faite. Je peux pas ne pas vous parler de votre collaboration avec Robert Marchand. Pour ceux qui connaîtraient pas ce nom, c'est un sportif centenaire qui a réalisé plusieurs records de l'heure en cyclisme. Ma question, pensez-vous qu'on pourra avoir plus de personnes comme Robert Marchand dans les années à venir? Je pense que des collègues de Dijon ont montré ça largement. Oui. On n'a pas que lui, on a des gens de 90 ans.
des nonagénaires. Quand on va au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines le mercredi, moi j'avais vu, il y a tout un groupe de gens qui ont 80 ans, qui viennent faire leur tour de piste Vélodrome. Et les entraîneurs sont plutôt même en demande d'avoir des conseils pour bien entraîner ces gens-là. On est un peu en déficit de connaissances. Alors Robert Marchand, comment on l'a fait progresser entre l'âge de 100 ans et 103 ans, c'est aussi un des articles qui a été repris d'ailleurs par le New York Times, qui est en ligne. On l'a fait progresser uniquement en l'entraînant sur sa cadence. C'est-à-dire qu'on avait vu que quand on est âgé, on n'arrive plus à tourner les jambes. Il était calé à 55 coups minutes et on lui a donné comme objectif de sortir avec du 70 coups minutes. Donc il a amélioré sa puissance dans sa composante de vitesse. Donc il a monté les watts. Puis après on a traduit ça en km/h, on a calculé les développements, etc. pour pouvoir cibler. Par contre en vélo, il faut être assez régulier parce que on roule. C'est pas comme en course à pied. Donc, on peut se permettre d'être régulier. Et on a fait progresser uniquement sur la composante cadence. Donc, il avait battu, il était monté à 28 à l'heure à 103 ans, contre 24 à l'heure à 100 ans. Il avait 109 ans en novembre. Un bel exemple de longévité. Année. Voilà, et c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de vélo quand il était jeune, mais il est tout petit. En fait, la particularité aussi, c'est qu'il a un volume d'éjection systolique, un index d'éjection systolique qui est très élevé parce que il fait que 1m52, 48 kg. Il est super irrigué par mètre carré de surface corporelle, qui a un gros débit cardiaque. Donc, il a comme un petit champ qui est irrigué par un fleuve. Donc, il est très bien irrigué en oxygène. Et alors, à cette époque, on lui avait dit, dans les années 20, 30, oh, t'es trop petit. Il allait à la CIPAL à Paris, au club. Il voulait s'inscrire au club, faire de la compète. Oh, t'es trop petit, tu feras jamais rien. Et total, le gars, il a eu un contrat avec la Française des Jeux, peu au prou, quand il a repris le vélo, à la retraite, il était maraîcher. Donc, il avait un métier pénible. Donc, il s'est remis bien au vélo dans 70, 80 ans. Et puis, voilà. Il a refait du vélo pendant 20, 30 ans sur ses vieux jours. Et il a reprogressé. Et du coup, tous ces gens qu'il avait méprisés, ils ont été largement enterrés. Et lui, il avait une carrière professionnelle de haut niveau. Voilà. Donc, la vie, rien n'est foutu, quoi. Il faut toujours s'y mettre. Totalement, il n'y a pas d'âge pour débuter, surtout l'activité physique. On entre dans la partie des conseils. Est-ce que vous auriez 2-3 conseils pour quelqu'un qui préparerait son tout premier marathon? On en a déjà un petit peu évoqué, mais... Le conseil, c'est d'aller vite sur 10 km. C'est de travailler comme si on préparait un 10 km. C'est de travailler de façon à la sensation, premièrement, et deuxièmement, de faire des compètes d'abord sur 10 km, 20 km, d'avoir une marge de sécurité importante et d'avoir une réserve de puissance importante, pouvoir varier la vitesse. Donc, je pense que moi, quand j'ai gagné à Cerzinal, je préparais le 3000. Voilà. Je pense que on tiendra toujours avec l'accumulation des kilomètres. Et puis, ce jour-là, on est galvanisé. Pour un marathon, on sait qu'on va aller au bout, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il en coûte, c'est ce truc à la mode en ce moment. On va arriver au bout. Donc, on sera peut-être détruit après, mais c'est pas grave. Il vaut mieux faire un beau marathon une fois que de vouloir enchaîner des trucs médiocres. Donc, pour ça, il faut faire se programmer, je dirais, 3-10 km, un 5 km, pourquoi pas, 3-10 km, et puis deux semi-marathons, par exemple. Un semi-marathon. Là, il se laissait récupérer au moins 2 semaines entre le 10 km et le 10 km, et 3 semaines 10 km semi-marathon, et puis après encore 3 semaines jusqu'au marathon, quoi. D'un point de vue plus théorique maintenant, est-ce que vous auriez 2-3 références de livres à conseiller à des jeunes entraîneurs ou des pratiquants passionnés? Des bouquins, ce serait la revue Zatopek, qui est une excellente revue, la revue Sport et Vie. Et après, côté entraînement, le dernier bouquin que j'ai fait sur Révolution Marathon. Je suis désolée, j'en vois pas d'autres. D'ailleurs, j'écris des bouquins parce que j'aurais bien voulu avoir moi. C'est pareil pour mon manuel de physiologie. Là, je prépare la 5e édition. C'est un bouquin que j'ai fait parce que à l'époque, on était obligé de compulser dans les différents livres de médecine.
Bon, maintenant, il y en a plein des bouquins de physiologie, mais ils sont souvent scolaires. Et c'est pas des bouquins de physiologie centrés sur l'entraînement. Donc, moi, je conseillerais mon manuel de physiologie FIMEP pour avoir les bases d'entraînement, ce que c'est qu'un déficit d'oxygène, etc., MLSS, les seuils, etc. Puis après, Révolution Marathon pour les programmes d'entraînement. Et puis celui qui va venir trail, il y aura 50 séances aussi décrites. Sinon, les Américains, souvent, c'est des trucs comme Daniel Formula, c'est pareil, c'est un truc. Ils ont un système et puis ils n'expliquent pas, c'est un peu la magie noire. Les Français, souvent des trucs, les cycles, seuil lactique. Je sais qu'il y a la Fédé qui donne des COP sur les formations hors stade, mais c'est toujours seuil, enfin, c'est des trucs classiques, quoi, il y a 40 ans, quoi. Il vaut mieux se faire son truc soi-même, à la limite. Ne pas aller sur Internet, à part regarder les vidéos, comme choisir ses vidéos, quoi. Mais ne pas regarder toutes les histoires de calcul de VO2 max, tout ça, enfin. Il vaut mieux prendre des bouquins, de toute façon, que d'aller papillonner sur Internet, je pense. Voilà. Après, il y a des magazines un peu disruptifs comme Zatopek et Sport et Vie. Voilà. Et puis après, lire les articles originaux. Hein. Ne pas avoir peur de parler l'anglais. C'est l'anglais technique, hein, de toute façon. Donc, aller dans les sites Google Scholar, où on met un mot-clé marathon, puis on regarde ce qui sort. Hein. Ça fait souvent peur, alors que c'est très transparent, puisque c'est du scientifique. Ah ouais. Déjà, il y a les courbes. Déjà, il y a les schémas, les tableaux. Ça, c'est pas... Je mettrai les différentes références aussi des bouquins dans la description. Pour terminer, pour un jeune entraîneur ou un jeune préparateur physique spécialisé dans l'endurance, s'il fallait acheter 1 ou 2 outils d'évaluation de la performance, d'après vous, quels seraient-ils? Le test de Jean-Benoît Morin, application MySprint, un cardio fréquence-mètre GPS. Voilà, et puis après, faire le test de Jean-Benoît Morin. Et puis se tester la sensation avec le cardio GPS, quoi. Ça suffit déjà, ça, c'est pas mal. Lactate, tout ça, c'est pas... Après, si on commence à faire des mesures plus invasives, il vaut mieux faire la totale, quoi. Mais un jeune entraîneur, déjà, un petit pack de 3-4 montres, c'est pas mal. Après, il y a des systèmes MacLeod, Polar Team Pro, collectif. C'est pas mal aussi, parce que du coup, on a sur sa tablette en ligne tout ce qui se passe. Moi, j'utilise le Team Pro. On peut voir tout ce qui se passe. Moi, j'ai fait un petit peu de trucs sur le football. Donc là, voilà. Donc, si on a plusieurs gars sur le terrain, on peut suivre avec le Polar Team Pro, mais là, c'est un ticket déjà plus cher parce que la manette, elle vaut 1 000 €, le socle, et après, chaque capteur vaut 400 €. Donc, limite, avec 3-4 cardio-fréquence-mètres pour démarrer, c'est bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Cet entretien se termine. Déjà, un immense merci pour avoir accepté cette entrevue. Oui. Encore plus dans ces conditions là, j'avoue que je vais vite aller prendre ma petite morphine. ça commence à... C'est tous les 5 heures et là, je suis en fin d'effet du médicament. Donc ça commence à cogner. Et ça me distrait. Ah bah, c'était un plaisir de pouvoir vous amener un peu de distraction dans cette période-là. Voilà. Et puis sentir que les choses avancent, même si on est soi-même stoppé, quoi, physiquement. Toujours la tête. N'oubliez pas, les jeunes, ça, c'est nos limites. Il n'y a pas d'histoire de 2 heures. C'est nos limites. On peut toujours progresser dans sa tête et avoir des pensées originales, etc. Donc voilà, c'est le message que je veux. Il n'y a pas de limite. On peut devenir un super champion en réfléchissant un peu, quoi. Voilà. Et en laissant passer son imagination et en étant décalé. Ne pas avoir peur d'être différent. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les différents réseaux sociaux? Dans BIA Training, la chaîne YouTube BIA Training, Facebook, LinkedIn, Instagram. On fait tout sauf Twitter. Voilà. Donc, Insta, LinkedIn, Facebook et YouTube. Voilà. Voilà, je vais peut-être pas reprendre des vidéos tout de suite. Je te laisse faire les vidéos parce que c'est vrai que je vais me laisser un peu récupérer là. Voilà. J'étais assise, en plus en général les vidéos j'ai fait debout, là, ce serait dur. Prenez bien soin de vous, vous serez toujours la bienvenue sur Prépa et Bravo Performance. à toi, et cette saison on va faire pas mal de vidéos sur le terrain. Ça sera un grand plaisir. Bienvenue.
montrer ce que c'est qu'un test un VAM-EVAL avec la VO2 max, justement, pour montrer la dissociation entre la vitesse et la VO2. On va faire des tests de 3 minutes, des tests de vitesse critique, des tests de maximum lactate steady state. On va alterner des vidéos de situation avec des vidéos théoriques. Ce que les gens réclament le plus sur le net, je pense. Donc, ce serait un plaisir de pouvoir faire des choses ensemble. Ah, voilà, ouais, parce que moi, je suis pas une pro de la vidéo. C'est plutôt artisanal, donc ça me ferait plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Des choses très qualitatives. C'est très gentil. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange vous aura passionné autant que moi pour la physiologie de l'effort. Je voudrais une nouvelle fois remercier Véronique Billat pour avoir accepté mon invitation, pour sa sympathie et son franc-parler. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut.